En direct avec François Boutonnet, qui croyait que on faisait de la dinette de vidéo. Or, c'est faux. Nous sommes vraiment en direct. Il y a des gens qui vont te voir, François. François Boutonnet, souvenez-vous, formidable. Vous aimez les chiens? Non, ça, c'est Drucker. Le cinéma d'Argelès, le mythique cinéma d'Argelès, le cinéma imaginaire. Mais il n'est pas là pour ça. Il est aussi Calimago. Calimago, maison de production de films. Mais pourquoi? Alors, dans un cinéma, ça fait sens. Parce qu'il produit le film de la personne qui est à ma droite, à savoir Jordi Vidal, déjà vu à l'Archipel Contre-Attaque, qui a son rang de serviette, comme on dit là. Donc l'auteur de La Société du Chaos, que je vous enjoins à voir et revoir, et il y a des scènes pour les enfants aussi. Donc, qui produit le film de Jordi Vidal qui s'appelle Danser au-dessus d'un volcan. Nous dansons sur un volcan. Nous dansons sur un... Ah, le nous est important. Parce que du coup, quand je dis danser, c'est que je parlais de vous. C'est vous danser, là, c'est nous, c'est sur moi aussi je danse sur un volcan. Parce que je voulais éviter, en fait, de danser autour d'un volcan. On va pas y échapper. Alors, c'est un film sur la Sardane, point d'interrogation. J'arrive. Oui ou non? Alors, Jordi. C'est aussi un film sur la Sardane. Et c'est c'est un film qui, on peut dire, est d'abord en relation avec mon histoire familiale, parents et grands-parents qui étaient fanatiques de la Sardane. On va dire que pour ma part, c'était plutôt le rock'n'roll qui dominait et que la Sardane, ça m'a jamais beaucoup inspiré. Mais il se trouve qu'attablé avec François, dans un petit restaurant indien de Perpignan, on en venait à discuter de projets possibles au cinéma, etc. Puis ensuite, on est parti sur autre chose. Et François m'a fait part, et je le sais depuis très très longtemps, de sa passion pour sa Sardane et puis son amour pour la Sardane. Il la danse, il la connaît bien, etc. Je l'ai écouté, puis un peu à l'emporte-pièce, je lui ai dit tiens, on va faire un film sur la Sardane. Donc il m'a regardé un petit peu comme ça en disant une blague, là c'est la fin du repas, on a un peu trop bu ou n'importe quoi. Et quelques semaines après, il y a un projet. Comme toujours dans la vie, lorsque quelque chose naît, comme dit Breton, c'est un rapport au hasard objectif. Il y a quelque chose de toujours objectif dans le hasard et une sorte de prédestination qui fait que sur ce projet initial de la Sardane, en cherchant sur Internet, donc Internet n'a pas que du mal, de temps en temps ça va bien, je suis tombé sur une thèse de doctorat d'une jeune femme catalane qui s'appelle Ana Costal et qui montrait toute la dimension révolutionnaire de la Sardane, son histoire révolutionnaire, et il m'a semblé que je comprenais peut-être un peu mieux pourquoi des gens comme mes parents et mes grands-parents pouvaient avoir un tel amour de la Sardane. Et à partir de là, le projet est né. À savoir une réflexion sur la dimension révolutionnaire de cette Sardane, dimension occultée par le nationalisme catalan contemporain, et ce décryptage d'une manipulation, d'une falsification historique qui a été un peu, on va dire, la base du projet. Comment on est passé de quelque chose de révolutionnaire, quelque chose de folklorique. Tout à fait. Et donc c'est la culture sans les couilles, quoi, le folklore. Je ne sais pas si c'est la culture sans les couilles, toujours est-il. C'est aussi féminin quand même, hein, la culture. Hein, oui, non, mais je voulais... C'était histoire d'énerver des gens. Ah, c'est ça, ouais. Et donc après, j'ai soumis un peu le projet à François, qui à mon avis a apprécié à ce moment-là. Et puis, de fil en aiguille, le projet a commencé à se monter jusqu'au stade actuel où on en est quasiment un petit peu à la fin, avec des partenariats dont François est un peu le responsable, donc tu lui poseras des questions sur la méthodologie, toutes ces choses. Alors quelle idée de produire un film sur la Sardane, on va y aller de suite. Alors t'aimes la Sardane, bon, comme moi j'aime la nougatine, mais la nougatine ça ne se danse pas. Non, mais moi, je suis né à Perpignan, j'ai toujours vu... T'es catalan, François? Je t'en veux pas. Hein. Non. Au minimum, je suis terrien. Oui.
Voilà, citoyen du monde, mais plutôt citoyen du cosmos, qui est en grave danger en ce moment. Donc le petit périmètre de l'Europe est un peu étouffant. Donc non, je suis né à Perpignan, de parents qui n'étaient pas nés à Perpignan. Qui était d'où? Tu peux le confesser. Cévenol pour l'un, Berrichonne pour l'autre. D'accord, ben voilà, c'est tout. Très impliqué dans la vie de l'éducation dans les Pyrénées-Orientales, mais aussi... Ils étaient profs ou ça n'a rien à voir? Profs, mais à l'école normale. Donc ils formaient des futurs enseignants et ils étaient aussi très engagés à la fois politiquement, mais surtout humainement, contre la guerre, notamment contre toutes les guerres. Voilà, ça, ils n'étaient pas marchands d'armes, je comprends. Non, pas du tout, non. Pas du tout. Ils s'étaient tapé 5 ans de tôle en Allemagne, je crois que ça lui avait Ça suffi. peut énerver. Plus que ça, plus que ça. Ça construit un militant de la paix ad vitam aeternam. Donc, moi, voilà, je suis né dans ce biotope. Plutôt c'est important d'en parler. Mais j'ai aimé pratiquer, danser, chanter, jouer de la musique, etc. Et notamment la sardane depuis que j'ai quelques années. Voilà. Mais jamais je m'étais rendu compte de la dimension découverte aussi avec Jordi par la suite. Et il y avait effectivement quelque chose qui me passionnait dans la sardane, qui était un mouvement collectif, un moment collectif d'élévation collective, sans distinction de race, de religion, de couleur, de sexe, etc., où on pouvait rentrer dans une ronde, y participer. C'est cet aspect collectif qui m'intéressait énormément dans la sardane. Et puis la force de sensation que ça peut engendrer quand on danse la sardane. Mais je savais qu'elle était née au XIXe siècle, au moment de la rupture et de la création d'un mouvement révolutionnaire international. C'est pas une danse grecque? C'est une danse solaire grecque? Non, ça je savais bien que c'était pas ça, mais je n'en savais pas plus si tu veux, sur les origines. Donc le parcours accompli avec Jordi pour creuser toutes ces pistes et mettre en place la scénographie du film. Et puis ensuite, ce n'est pas que fournir du blé, quoi. Producteur, t'es pas là juste pour balancer des billets en fumant le cigare. Ah non, d'abord les billets, j'en ai pas. Non, donc il faut aller les chercher. Ouais. Mais en plus, non, c'est pas du tout. Non, moi c'est pas du tout le pognon qui m'intéresse là-dedans. Hein. C'est la possibilité. Mais il en faut. Oui, mais ça coûte combien un film comme ça d'ailleurs? Quand on est vraiment impliqué dans un projet, on trouve toujours les moyens de le réaliser, quoi. C'est un peu comme on dit chez Al-Qaïda. Alors. Donc la question, combien ça coûte combien ça coûte alors 2-3 millions Non, pas du tout. C'est un documentaire de création qui va faire environ 1h30, qui est soutenu par la région Occitanie, qui est soutenu par le Centre national du cinéma, indirectement aussi par le département des Pyrénées-Orientales. Et donc c'est un film qui a des besoins financiers modestes, disons. Tout le monde est quand même... Parce qu'il y a eu une équipe de tournage. Oui, il y a une équipe de tournage, de montage, de production. On est allé à Barcelone, pas qu'à Perpignan. Évidemment, il y a tout ça. Mais quand même, c'est pas un film hollywoodien. Non, il n'y a pas Spider-Man dedans, non, rien. Il n'y a pas d'effets spéciaux d'ailleurs. Non, il n'y aura pas d'effets spéciaux, mais il y aura un travail. Enfin, le cinéma, c'est déjà un effet spécial. Hein, c'est pas la peine d'en rajouter. Il y a de l'image et du son, et pour avoir le maximum de perfection dans cette image et ce son, il faut des dispositifs. Et puis, il y a surtout une écriture très, très calculée de Jordi. On n'improvise pas, ça... Il y a beaucoup de choses qui ont été improvisées dans le tournage, mais quand même écrit, très largement écrit, pensé, programmé à l'avance par Jordi, y compris les moments qui n'étaient pas écrits. C'est-à-dire qu'il a mis toutes les personnes, les lieux, les musiques, etc., en assemblage avec quand même une idée très, très documentée, très... c'est pas un spécialiste de la sardane, Jordi. Mais c'est quand même pas aux dernières nouvelles. Un grand spécialiste du cinéma, donc il sait aussi... et de Walter Benjamin, doit-on rappeler. Et ne pas faire.
Oui, mais Benjamin, il a amorcé quand même l'histoire du cinéma. Ça me paraît évident aussi. Alors justement, Jordi, tu as tourné donc à Perpignan, à Barcelone, la ville de l'Ours, mon Dieu, Prats de Molló, d'autres endroits, et pour nous raconter qu'en fait la Sardane est un palimpseste. Oui, enfin, palimpseste, ça sous-entendrait que quand même il y a quelque chose qui a été écrit sur un parchemin, qui ensuite a été plus ou moins délibérément effacé. C'est pas écrit sur un parchemin, c'est toute une histoire. C'est-à-dire, c'est pas simplement un texte, c'est une histoire collective qu'on veut anéantir, hein, qu'on veut nier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Sardane telle qu'on la connaît, c'est-à-dire ce qu'on appelle la Sardane longue, ou Sardane républicaine, ou Sardane révolutionnaire, elle naît à la fin du XIXe siècle. Et elle naît à travers quelques compositeurs qui ont une particularité, c'est qu'ils s'inscrivent à l'intérieur d'un courant qui s'appelle le courant des fédéralistes républicains, c'est-à-dire qui sont partisans d'une Espagne républicaine fédérale. Et donc, cette Sardane, exactement comme la farandole a pu l'être en France. Donc la danse de la Révolution française, enfin la première. Et d'ailleurs, cette Sardane-là est très largement inspirée par la farandole, dans un premier temps, parce qu'effectivement, c'est l'occupation physique des places, des villes et des villages. C'est la façon dont le peuple se réapproprie l'espace. Je veux dire, c'est vraiment une question au bon moment, quoi. Se réapproprier l'espace public. C'est exactement la question qu'on pourrait se poser aujourd'hui, où cet espace public ne nous appartient plus, n'appartient plus au peuple, un peuple qui serait conscient de lui-même et conscient de ses possibilités, c'est-à-dire de changer la société. Or, cette danse, on va dire, qui est une danse de plaisir, elle est simultanément liée à tout un processus révolutionnaire, qui est un processus de revendication sociale particulière et en même temps un processus éducatif. C'est-à-dire il y a dans cette mouvance révolutionnaire fédéraliste plusieurs éléments. L'un d'entre eux, qui est essentiel, c'est celui de l'éducation populaire, ce dont nous manquons totalement aujourd'hui. Ce qu'on a eu appelé récemment la politique de jeunesse, mais qui a disparu. Totalement disparu. Les parents de François, par exemple, il ne l'a pas dit ça, mais ils étaient totalement inscrits dans cette logique-là. C'est-à-dire, un peuple éduqué est un peuple libre. Or, je veux dire, ce qui était compris avant la Seconde Guerre mondiale, par exemple en France, et après la Seconde Guerre mondiale, c'est ce besoin de culture populaire, ce besoin d'avoir un peuple éveillé et connaissant, on va dire, tout l'environnement dans lequel il évolue. Ce processus-là, c'est celui qu'on retrouve à la fin du XIXe siècle en Espagne. C'est-à-dire, la Sardane, elle n'est pas comme ça artificiellement, cette Sardane longue. Elle est en rupture avec d'autres types de danses, par exemple ce qui est évoqué dans le film, le contrepas, qui est un peu l'héritier de la Sardane courte, qui sont, dans le cas du contrepas, plutôt des danses qui légitiment l'Ancien Régime, qui légitiment la fiction divine, etc., etc. Donc, en dansant le contrepas, on danse en faveur du roi et on danse en faveur de Dieu. La Sardane, c'est l'inverse. C'est l'introduction de la laïcité, c'est l'introduction d'une perspective d'éveil collectif, de fraternité collective, et en même temps, cette façon de danser ensemble, ce qu'a dit tout à l'heure François, main dans la main, avec un rapport à l'élévation qui là n'est pas de nature religieuse ou transcendantale, mais qui en même temps porte cette transcendance, c'est-à-dire cette façon de s'arracher à la pesanteur du monde en comptant les uns sur les autres et en partageant les uns avec les autres, c'est quelque chose qui métaphoriquement est la métaphore, je veux dire plutôt, du processus révolutionnaire qui va se mettre en place dans toute cette période, et en particulier dans la période que j'évoque du sexennat révolutionnaire, qui est concomitant avec la Commune de Paris. Ce processus-là, c'est ce qui donne la force, on va dire, à cette Sardane révolutionnaire. Alors, c'est un film qui est intéressant parce qu'il est composé de multiples
outils narratifs en images, c'est-à-dire que ça peut être filmé maintenant, à Perpignan, on l'a vu. Il y a des interviews, mais il n'y a pas que ça. Il y a des images d'archives et il y a des films d'archives de plusieurs époques. Enfin, surtout des années 20-30 pour le film, parce qu'avant, c'était plus compliqué. Ils ont essayé, ils ont eu des problèmes, comme on dit. Donc, réunir ça, c'est un coût. Est-ce que ça pour le métier de producteur, justement, c'est à toi d'aller défricher financièrement. Est-ce qu'on doit payer les archives ou alors on fait comme de la plupart des films d'aujourd'hui, on prend ce qui nous intéresse et on cite rien et hop, c'est pas nous. C'est pas tout à fait comme ça. En fait, on utilise dans ce film la plupart des images qui sont dans ce film d'archives SCA sont libres de droit. D'accord. Donc c'était ça surtout qui était très important du point de vue juridique. Il y a quelques rares images qui n'étaient pas libres de droit et dont on a les droits, mais l'immense majorité, ce sont des images libres de droit. Mais c'est surtout un travail de recherche. Alors c'est vrai que l'informatique, Internet a beaucoup d'inconvénients, mais quelques avantages. Elle évite la poussière des archives. De ce côté-là, du côté recherche. Donc Jordi a fait un gros travail de recherche en amont du tournage du film. Mais c'est surtout cette espèce de flux très composé, très méthodique entre images d'archives, discussions, c'est pas des interviews, c'est des discussions entre personnes, voire entre un film, c'est pas une émission de télévision où quelqu'un s'adresse à un public comme s'il était à côté et qu'il lui parlait. Non, c'est une composition artistique, mais aussi documentée, qui est aussi charpentée sur un développement d'une pensée. Et donc ce film, c'est le développement d'une recherche autour de la Sardane et une avancée petit à petit vers des évidences qui sont complètement enfouies dans l'histoire et qu'on ne soupçonne pas quand on voit juste ce que donne aujourd'hui la Sardane. C'est ça qui était vraiment fascinant et même très excitant dans ce projet de film, c'était d'aller grappiller au fur et à mesure, remonter dans l'histoire et remettre en lien tout ce qui a été depuis dissocié ou au contraire réinventé, réutilisé. Alors, quand on fait un film comme ça, Jordi, est-ce qu'on pense à un public où, comme mes blagues et celles de Jérôme, c'est pour nous quatre? Non, mais je pense que ça, c'est... Tu vises qui les jeunes de 15-25 ans, c'est comme on dit dans les... Toute œuvre, quelle qu'elle soit, que ce soit un livre, que ce soit un film, etc., ça trouve son public. Je pense que ça, c'est une fiction. Il y a un discours tenu aujourd'hui qui est une absurdité, à savoir qu'on doit faire les films en étudiant préalablement le marché auquel on s'adresse. D'abord, moi je ne m'adresse pas à un marché, donc j'ai un très grand mépris pour toute la notion de marché. Ce qui m'intéresse plutôt, je dirais, c'est... si tu prends par exemple l'idée, parce que c'est un film musical, c'est un film sur la musique aussi, donc c'est un film musical. Prenons l'idée d'un label. Un label n'est pas nécessairement quelque chose qui va répondre à la doxa marchande habituelle, c'est-à-dire qui va déterminer en fonction des attentes, paraît-il, d'un public, à quoi doit répondre l'objectif du film. C'est-à-dire, le public existant ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la capacité que je peux avoir, comme d'autres, par exemple ceux qui vont créer un label, de produire moi-même un intérêt. Et donc, ça veut dire que ce public, il se fait en fonction de ce que toi, tu vas inspirer. Et donc, je ne me pose jamais ce type de questions. Sinon, ça serait Universal Studios, incarné toujours par le même François Boutonnet qui serait à côté. Ça, tu le verras jamais. Et c'est pas le sujet. Le vrai sujet, c'est... après, on a la capacité de mettre en place des techniques de communication ou d'anti-communication, des techniques de détournement,
des techniques particulières pour faire connaître le film. C'est-à-dire, il y a des stratégies qui vont se mettre en place. Ces stratégies peuvent être porteuses de choses classiques, les festivals, mais peuvent être aussi porteuses d'autres formes qu'on inventera au fur et à mesure et qui correspondront au projet lui-même. C'est-à-dire, le public sera ce qu'on fera de ce public. Et donc, ça veut dire qu'on va créer entre nous un instrument, et cet instrument permettra de contacter qui on veut. Après, la question de savoir est-ce que ça s'adresse aux jeunes générations ou aux vieilles générations, comme le disait Brassens, quand on est con, et c'est pas une question d'âge. Donc ça n'a strictement rien à voir. Une partie de la jeune génération, j'ai eu quelques exemples, va s'y intéresser. Une partie de la jeune génération ne s'y intéressera pas, mais c'est pareil pour les autres. Donc là-dessus, la question ne se pose pas. Donc, vous savez à peu près, il n'est pas tout à fait terminé, mais est-ce que vous avez une date d'idée de sortie, une date d'idée, mise en... Ça, c'est la nougatine, c'est la nougatine. Ça, je sens que c'est la nougatine au repas. Non, il y a un calendrier, oui, mais qui est encore approximatif, qui sera affiné au fur et à mesure. Le film devrait être achevé, c'est-à-dire prêt à montrer vers la fin de l'été 2021. Ensuite, ce qui est prévu, c'est des sorties en festival de cinéma. Le festival de Groland, par exemple. Et il y a sa place, hein, au-delà de... S'ils sont d'accord... Il y a le dernier film de Bucquois qui sort. Voilà. Donc, festival de cinéma... en France, en Espagne et dans l'Europe en général. Et puis début 2022, une date encore à préciser, sous réserve de pas de 5e Covid. Il a été produit déjà. Ouais. Donc il y a la bande-annonce. Quelque part dans le premier semestre 2022, une sortie en salle de cinéma. Un peu tonitruante. Et Netflix, non? Mais après, on verra. Moi, je suis ennemi de rien. C'est plutôt Netflix qui peut être ennemi des salles de cinéma à l'heure actuelle. Mais moi, je suis ennemi de rien. Mais moi, je vais privilégier quand même le rapport et le contact entre l'œuvre, le créateur et un public, et que ça puisse se faire dans des conditions d'échange et de partage et d'élévation, comme dirait la Sardane. Parce qu'en fait, quand on voit un film tout seul devant un petit écran, que ce soit sur Internet ou sur un smartphone ou sur sa télé, on n'a absolument pas du tout la même découverte que quand c'est ensemble, en partage, qu'on rentre dans une salle, qu'on éteint son portable. Oui, il y a un rituel qu'il n'y a pas quand on est une mise en condition et on ne voit pas le même film. Bon, voilà, on partage, ne serait-ce que la respiration de la salle à ses côtés, les rires, les pleurs, etc., font qu'on ne voit pas le même film. Donc moi, je suis un militant acharné de la découverte d'une œuvre partagée entre le public, et encore mieux si le réalisateur ou des gens de l'équipe sont là et qu'il peut y avoir un échange aussi avec le public. Ça, c'est très important. Alors, on apprend que Punk Not Dead, mais Cinema is Not Dead aussi. Tampoco, comme on dit. Écoute, de toute façon, la photographie n'a jamais tué la peinture, etc., etc. Donc, je pense qu'il y aura toujours une place prépondérante pour la découverte partagée d'un moment culturel important, quoi. Voilà. Tu peux pas imaginer la musique sans un concert, quand même. Moi, oui, mais je suis un gougnafier. Ah oui, non. Donc, vous croyez à la culture. Alors, avant de se quitter, je voudrais vous faire philosopher. Vous n'aurez pas 4 heures, pas un papier, un stylo, parce qu'on n'a pas que ça à foutre. C'est la fameuse différence entre culture et folklore. Sur la Sardane, justement, c'est ce que ton film démontre. Oui, vas-y. De toute façon, pour moi, il n'y a pas photo. C'est deux entités totalement différentes, le folklore et la culture. Et de toute façon, même dans la Sardane aujourd'hui, même quand les gens ne sont pas du tout au courant de cette origine, etc., si on leur parle de folklore, vous prenez des tartes dans la tronche, parce qu'ils n'aiment pas du tout être
traités de folkloristes, les danseurs de sardane. Hein. Donc, moi, je ne sais pas, c'est... même si une grande partie de cette histoire de la sardane révolutionnaire a été progressivement étouffée, changée, chamboulée, etc., il reste dans l'attirance et dans l'attrait particulier de danser ensemble la sardane. Personne ne danse tout seul la sardane devant sa télé. Hein. Ça n'existe pas. Donc c'est un moment partagé, la sardane. Et dans ce partage-là, il reste quelque chose qui est non dit encore sur les débuts de la sardane. Et le film tente de remettre en place cette histoire. Il y a des sous-couches et des doubles fonds. Après, ce que je voulais simplement dire, c'est que cette dimension folklorique, le folklore, c'est généralement ce qu'un pouvoir, quel qu'il soit, va dire de quelque chose qui pouvait ne pas être du folklore. Oui. C'est-à-dire, on va qualifier de folklore quelque chose qui peut, à un moment donné, gêner. Hein, c'est pour ça qu'on dit catalanisme, oui, au lieu de dire catalan. C'est qu'inévitablement, ce qui a été un attribut culturel, artistique, révolutionnaire, va être catalogué en tant que folklore. Mais ce sont les mêmes qui aujourd'hui ont falsifié, par exemple, cette histoire. Mais ce processus de falsification, moi je voudrais conclure sur ça, ce processus de falsification, là, j'évoque dans ce film la sardane. Mais c'est un processus auquel on est soumis actuellement sur quasiment tous les sujets, que ça aille du racisme à la question sexuelle, à la question des rapports de classe, à l'abandon de la lutte de classe au profit de la lutte de genre, etc. Ces manipulations, ces falsifications d'une réalité historique qui était une réalité universaliste, collective, et qui posait collectivement en tant que sujet humain la revendication sociale et la revendication à l'égalité, c'est des choses qu'on va retrouver ensuite sous forme folklorisée, hein, c'est-à-dire le rapport entre la culture et le folklore, c'est que la culture libre est quelque chose qui éveille, le folklore c'est quelque chose qui pétrifie. On est dans le domaine de la production idéologique. Et cette production idéologique, généralement, elle est subordonnée à un rapport de manipulation. Jordi Vidal, merci. François Boutonnet, merci. On se retrouve bientôt pour la sortie effective du film, que le grand public puisse avoir la chance que j'ai eue aujourd'hui. Merci à toi.